Mademoiselle Moreau, descendez immédiatement dans mon bureau. La voix de Monsieur Bertrand, le directeur de l'hôtel du Ciel Azur, résonna dans les couloirs feutrés du 5e étage comme un coup de tonnerre par temps serein. Élise Moreau, qui venait de terminer l'entretien minutieux de la suite présidentielle, sentit son cœur se serrer. En 15 ans de service irréprochable dans cet établissement prestigieux de la Riviera française, jamais elle n'avait entendu cette tonalité cassante dans la voix de son supérieur. Ses mains tremblèrent légèrement, tandis qu'elle rangeait son chariot de ménage dans le placard de service. Le soleil méditerranéen filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant des rayons dorés sur le marbre immaculé des sols qu'elle avait astiqué avec tant de soin. Tout semblait paisible dans ce temple du luxe, et pourtant, une tension électrique flottait dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe, Élise ?» murmura Margot, une jeune réceptionniste qui passait dans le couloir. Son visage exprimait cette curiosité mêlée d'inquiétude que l'on ressent lorsque l'ordre habituel des choses vacille. « Je n'en sais rien, » répondit Élise d'une voix blanche. « Monsieur Bertrand me demande dans son bureau. Cela ne lui ressemble pas. » Élise descendit les escaliers de service, ses pas résonnant sourdement sur les marches de pierre. Chaque niveau qu'elle franchissait semblait l'éloigner davantage de la sérénité qui avait été la sienne quelques minutes plus tôt. Dans l'ascenseur réservé au personnel, elle croisa son reflet dans le miroir. Une femme de 38 ans, aux traits fins, aux cheveux châtains soigneusement relevés en chignon, vêtue de l'uniforme impeccable de l'hôtel. Une femme discrète, respectée, qui avait consacré sa vie à son travail avec une dévotion sans faille. Le bureau de M. Bertrand se trouvait au rez-de-chaussée, derrière la réception principale. C'était une pièce sobre, mais élégante, avec ses boiseries sombres et ses fauteuils de cuir bordeaux. Quand Élise frappa à la porte, la voix sèche du directeur l'invita à entrer. Ce qu'elle découvrit alors la figea sur le seuil. M. Bertrand n'était pas seul. Derrière son imposant bureau d'acajou, il affichait un visage grave qui ne lui connaissait pas. À sa droite se tenait Madame Brigitte Lafleur, l'une des clientes les plus fortunées et les plus exigeantes de l'hôtel. Cette femme d'une 60aine d'années, toujours vêtue avec un luxe ostentatoire, regardait Élise avec un mélange de dédain et de colère froide qui la glaça jusqu'aux os. « Mademoiselle Moreau », commença M. Bertrand d'une voix qu'il s'efforçait de garder professionnelle, « Madame Lafleur a porté à ma connaissance un incident très grave. » Élise sentit ses jambes flageoler. « Un incident, monsieur le directeur ? Ne faites pas l'innocente !» s'exclama soudain Madame Lafleur, sa voix perçante brisant le silence feutré du bureau. « Ma pulséra de Saphiras, elle a disparu, et vous étiez la seule personne à avoir accédé à ma suite hier. » Les mots frappèrent Élise comme autant de gifles. Une pulséra de Saphiras, elle qui n'avait jamais pris ne serait-ce qu'une serviette ou un savon dans les chambres qu'elle entretenait. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Madame Lafleur, je vous assure que je n'ai rien pris, je n'ai jamais rien volé de ma vie. 15 000 €, cracha la socialite parisienne. Cette pulséra vaut 15 000 €, et maintenant elle a disparu. Qui d'autre aurait pu y toucher ?» Monsieur Bertrand leva la main pour calmer les esprits, mais son regard fuyant trahissait son embarras. « Mademoiselle Moreau, vous comprenez bien que cette accusation est très sérieuse. L'hôtel du Ciel Azur a une réputation irréprochable, et nous ne pouvons pas nous permettre... Vous ne pouvez pas me croire coupable, s'écria Élise, la voix brisée par l'émotion. Je travaille ici depuis 15 ans sans le moindre reproche. Demandez à n'importe qui. Mais déjà, elle lisait dans les yeux de son directeur cette lâcheté qui privilégierait la tranquillité de l'établissement à la justice. Madame Lafleur était une cliente influente, une femme qui fréquentait le tout Paris et pouvait détruire la réputation de l'hôtel d'un simple mot dans les salons mondains. « Je suis désolé, mademoiselle Moreau », murmura M. Bertrand en évitant son regard. « Mais en attendant que cette affaire soit éclaircie, je me vois contraint de vous suspendre de vos fonctions, effectives immédiatement. » Le monde s'écroula autour d'Élise. Dans le bureau silencieux, on n'entendait plus que le tic-tac de la pendule ancienne et les battements affolés de son cœur.
15 ans de loyauté, balayés en quelques minutes par l'accusation d'une femme capricieuse et l'opportunisme d'un directeur sans courage. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à quelques mètres de là, derrière la porte entrebâillée de la salle de réunion, un homme observait la scène avec une attention particulière. Julien Dufort, le nouveau consultant de la chaîne hôtelière, avait tout entendu. Et quelque chose dans le visage bouleversé d'Élise venait de réveiller en lui un souvenir lointain, précieux et douloureux à la fois. Julien Dufort referma doucement la porte de la salle de réunion et s'appuya contre le mur, le cœur battant. Ce visage, ses yeux noisettes emplis de détresse et d'indignation. Il y avait quelque chose de terriblement familier dans l'expression de cette femme qu'on venait d'accuser injustement. Élise Moreau. Il avait lu son nom sur le planning du personnel le matin même, sans y prêter attention particulière. Mais maintenant, ce nom résonnait dans sa mémoire comme l'écho d'une chanson oubliée. Élise. N'était-ce pas le prénom de cette petite fille, aux nattes brunes, qui venait parfois bavarder avec lui dans les couloirs de service de l'hôtel des Grands Boulevards, il y a plus de 20 ans? Monsieur Dumont, la voix de Sandrine, l'assistante de direction, le tira de ses pensées. La réunion avec les chefs de service aura lieu dans 15 minutes. Vous confirmez votre présence? Julien acquiesça distraitement. Depuis 3 semaines qu'il se faisait passer pour un simple consultant en gestion hôtelière sous le nom de Julien Dumont, il avait découvert bien des choses sur le fonctionnement réel de son propre établissement. Cette mascarade lui permettait d'observer sans filtre les rapports humains, les petites lâchetés et les grandes loyautés qui échappaient habituellement aux propriétaires isolés dans leur tour d'ivoire. Mais jamais il n'avait assisté à une scène aussi révoltante que celle qui venait de se dérouler dans le bureau de Bertrand. Il remonta discrètement vers les étages de service, croisant des employés qui le saluaient avec ce mélange de déférence et de méfiance qu'il réservait aux experts venus d'en haut pour évaluer leur travail. Dans l'ascenseur, il croisa Margot, la réceptionniste, qui semblait bouleversée. « Vous avez vu Élise » murmura-t-elle à sa collègue Charlotte. « Elle vient de sortir du bureau de M. Bertrand. Elle était livide. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ?»« J'ai entendu dire que Madame Lafleur avait perdu quelque chose dans sa suite, » répondit Charlotte à voix basse. « Tu sais comme elle est susceptible. » Julien tendit l'oreille, feignant de consulter ses dossiers. Les rumeurs circulaient déjà, se déformant et s'amplifiant à mesure qu'elles se propageaient dans les couloirs. Dans 1 heure, tout l'hôtel saurait qu'Élise Moreau avait été suspendue pour vol présumé. Au 5e étage, il aperçut la silhouette d'Élise qui vidait son casier personnel dans le vestiaire du personnel. Ses gestes étaient mécaniques, comme ceux d'un automate. Ses épaules tremblaient légèrement. Julien hésita. Devait-il intervenir, révéler son identité? Mais quelque chose le retenait. Il voulait d'abord comprendre, vérifier cette intuition qui lui soufflait qu'il connaissait cette femme. « Élise !» Une voix douce se fit entendre. Carmen, la gouvernante générale, s'approchait de la jeune femme. C'était une Espagnole d'une 50aine d'années, respectée de tous pour sa droiture et son bon sens. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite ?» Élise releva la tête et Julien put voir son visage défait par les larmes qu'elle s'efforçait de retenir. « Madame Lafleur prétend que j'ai volé sa pulséria de Saphiras. Monsieur Bertrand m'a suspendu. » Carmen écarquilla les yeux d'incrédulité. « Moi, toi? Volé? Mais enfin, ils sont devenus fous. Tu es l'employée la plus honnête de cet hôtel. »« Cela ne semble pas suffire, » murmura Élise en fermant son sac de voyage. « 15 ans de loyauté effacés en 5 minutes. » « Écoute-moi bien, » déclara Carmen, en prenant les mains d'Élise dans les siennes. « Cette histoire ne se terminera pas comme ça. La vérité finira par éclater, j'en suis certaine. » Julien observait cette scène depuis l'embrasure de la porte, le cœur serré. Cette loyauté, cette dignité dans l'épreuve, oui, décidément, cette femme lui rappelait quelqu'un d'important. Belleville, 1998. L'hôtel des Grands Boulevards. Le souvenir remonta soudain, cristallin et précis. Il avait 22 ans, fraîchement sorti de l'école de commerce, et son père l'avait envoyé faire ses premières armes dans l'un des hôtels les plus modestes de leur chaîne naissante. Un établissement sans prétention du 20e arrondissement, où sa mère travaillait comme femme de ménage pour subvenir aux besoins de sa famille.
Elle s'appelait Marie Moreau, il s'en souvenait maintenant. Une femme discrète, aux mains abîmées par le travail, qui venait parfois accompagnée de sa petite fille, une enfant de 10 ans environ, aux yeux vifs et curieux, qui parlait des livres qu'elle dévorait et des rêves qu'elle caressait. « Je veux devenir hôtesse d'accueil dans un grand hôtel », lui avait-elle confié un jour, assise sur une marche de l'escalier de service, pour accueillir les gens du monde entier et leur donner envie de revenir. Et pourquoi pas propriétaire d'hôtel, avait-il plaisanté. Elle avait ri de ce rire cristallin de l'enfance. « Oh, ça, c'est pour les riches. Moi, je serais juste heureuse de travailler dans un bel endroit. » Élise, cette petite fille aux grands rêves, c'était elle. Il en était maintenant certain. Les traits s'étaient affinés, le corps s'était épanoui, mais les yeux étaient les mêmes. Ces yeux noisettes qui pétillaient d'intelligence et de détermination. Et aujourd'hui, cette même petite fille, devenue femme, voyait ses rêves se briser à cause de l'accusation mensongère d'une cliente capricieuse et de la lâcheté d'un directeur sans épine dorsale. Julien serra les poings. Non, cela ne se passerait pas comme ça. Il avait peut-être laissé la distance sociale les séparer autrefois, quand il n'était qu'un jeune homme inexpérimenté sous l'autorité paternelle. Mais aujourd'hui, il était Julien Dufort, propriétaire de la chaîne Dufort Collection, et il avait le pouvoir de rétablir la vérité. Élise quittait maintenant le vestiaire, la tête haute malgré sa douleur. Elle croisa Julien dans le couloir sans le reconnaître. Comment l'aurait-elle pu? Et lui adressa ce petit salut poli qu'elle réservait aux inconnus. Dans son regard, il ne lut aucune amertume, aucune haine. Seulement une immense tristesse et cette dignité intacte qui l'avait toujours caractérisé. Une fois Élise disparue dans l'ascenseur, Julien prit sa décision. Il était temps d'agir. Mais d'abord, il lui fallait des preuves. Car accuser Madame Lafleur de mensonges sans éléments tangibles ne ferait qu'aggraver la situation d'Élise. Il se dirigea vers la suite présidentielle, bien décidé à mener sa propre enquête. Le 5e étage de l'hôtel du Ciel Azur baignait dans cette lumière dorée de fin d'après-midi qui faisait la réputation de la Côte d'Azur. Julien emprunta le couloir menant à la suite présidentielle, celle-là même qu'occupait Madame Lafleur. Ses pas silencieux sur l'épais tapis persan ne trahissaient de rien de la détermination qui l'habitait. Il croisa Thomas, le chef de rang du room service, qui poussait un chariot chargé de porcelaine fine et d'argenterie étincelante. « Bonjour, monsieur Dumont », le salua poliment le jeune homme. « Vous inspectez les étages supérieurs aujourd'hui ?»« En effet, » répondit Julien avec un sourire affable. « J'aimerais comprendre le fonctionnement du service aux clients VIP. Vous connaissez bien Madame Lafleur, je suppose. » Thomas marqua une hésitation, jetant un regard prudent autour de lui. « C'est une cliente exigeante, monsieur. Très exigeante. Mais je ne devrais peut-être pas... » « Vous pouvez parler librement, » l'encouragea Julien. « Mon rapport portera sur l'amélioration des services, pas sur les jugements personnels. » Le jeune homme sembla se détendre légèrement. « Eh bien, Madame Lafleur a des habitudes très particulières. Elle change d'avis constamment. Hier, par exemple, elle a commandé le thé dans sa suite à 15 heures, puis elle a finalement décidé de descendre au spa. Le plateau est resté intact. » Cette information attira immédiatement l'attention de Julien. Elle est descendue au spa? À quelle heure environ? Vers 15h30, je dirais. J'étais justement en train de redescendre le plateau quand je l'ai vue attendre l'ascenseur. Elle portait un peignoir de l'hôtel et... Thomas s'interrompit, comme s'il venait de réaliser qu'il en disait peut-être trop. Et, l'encouragea doucement Julien, eh bien, elle était, comment dire, très parée. Des bijoux magnifiques. Cela m'avait surpris qu'elle les garde pour aller au spa. Habituellement, les clientes préfèrent les laisser dans leur coffre-fort. Le cœur de Julien s'accéléra. Des bijoux au spa, voilà qui méritait d'être creusé. Il remercia Thomas et poursuivit son chemin, l'esprit en ébullition. Arrivé devant la suite présidentielle, il frappa discrètement. Pas de réponse. Il sortit son passe-partout de consultant, un privilège que lui avait accordé Bertrand, et pénétra dans les appartements luxueux. La suite était somptueuse.
Salon avec vue panoramique sur la Méditerranée, chambre spacieuse aux tissus précieux, salle de bain en marbre de Carrare, tout respirait le raffinement et l'opulence. Julien examina minutieusement chaque recoin, cherchant des indices que les enquêteurs officiels, s'il y en avait, auraient pu manquer. Dans la salle de bain, il remarqua quelque chose d'intéressant. Sur le plateau de marbre rose, où étaient disposés les produits de beauté de luxe, une fine trace circulaire était visible dans la poussière de talc, comme si un objet rond, un bracelet par exemple, avait été posé là, puis retiré récemment. Son téléphone vibra. Un message de sa secrétaire personnelle. « Monsieur Dufort, maître Delacroix souhaite vous rencontrer ce soir pour discuter du contrat immobilier de Cannes. Dois-je confirmer ?» Julien soupira. Même en mission d'infiltration, les affaires continuaient. Il tapa rapidement sa réponse. « Reporté à demain. Imprévu important. » Un bruit de pas dans le couloir le fit sursauter. Il quitta précipitamment la suite et se dirigea vers l'ascenseur, comme s'il venait de terminer une inspection de routine. Au rez-de-chaussée, il se rendit directement au spa de l'hôtel. L'Aqua Serenita était l'un des fleurons de l'établissement. Un espace de 200 mètres carrés aménagé autour d'une piscine à débordement avec vue sur la mer, complétée par des cabines de soins, un hammam et un sauna finlandais. Nathalie, la responsable du spa, l'accueillit avec le sourire professionnel qu'elle réservait à tous les clients de l'hôtel. « Bonjour, monsieur Dumont. Vous souhaitez visiter nos installations ? En fait, j'aimerais vous poser quelques questions dans le cadre de mon audit, » expliqua Julien. « Vous recevez régulièrement Madame Lafleur de la suite présidentielle, je crois ?» Le visage de Nathalie se crispa imperceptiblement. « Oui, Madame Lafleur vient régulièrement. Hier encore, d'ailleurs. Comment s'est déroulé son passage ?» Nathalie jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant qu'elles étaient seules. « Franchement, monsieur Dumont, c'est une cliente très compliquée. Hier, elle a fait tout un scandale parce que l'eau du jacuzzi n'était pas à la température qu'elle souhaitait. Puis, elle a voulu un massage en urgence, sans rendez-vous. Et quand notre masseuse lui a expliqué qu'elle devait attendre, elle est partie en claquant la porte. Ah, à quelle heure était-ce ? Vers 16 heures, je dirais, peut-être un peu plus tard. Julien sentit son pouls s'accélérer. 16 heures, soit une demi-heure après la fin du service d'Élise dans les chambres. Il y avait là une incohérence temporelle qui méritait d'être explorée. Madame Lafleur portait-elle des bijoux pendant sa visite ? Nathalie réfléchit un instant. Maintenant que vous le dites, oui, elle était très parée, ce qui était inhabituel. Nos clientes retirent généralement leurs bijoux avant les soins. D'ailleurs, elle s'interrompit, semblant hésiter. Oui, l'encouragea Julien. Eh bien, quand elle est partie précipitamment, j'ai fait le tour des installations pour vérifier que tout était en ordre. C'est la procédure. Et j'ai trouvé quelque chose dans la cabine de change qu'elle avait utilisée. Le cœur de Julien bondit dans sa poitrine. Quoi donc? Un bracelet, très beau, avec des pierres bleues. J'ai pensé qu'elle l'avait oublié dans sa colère. Je l'ai remis à la réception, comme nous le faisons toujours pour les objets perdus. Julien dut faire appel à toute sa maîtrise pour ne pas laisser transparaître son excitation. Et la réception a-t-elle contacté Madame Lafleur? C'est la procédure normale. Mais avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, cette histoire de vol dans sa suite, je ne sais pas si quelqu'un a pensé à faire le rapprochement. Julien remercia chaleureusement Nathalie et se dirigea vers la réception, l'esprit en ébullition. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant un tableau bien différent de celui que voulait imposer Madame Lafleur. À la réception, il demanda à consulter le registre des objets trouvés. Effectivement, un bracelet en saphir était consigné depuis la veille, 16h15, trouvé au spa par Nathalie Dubois, responsable de l'établissement. La vérité commençait à émerger, limpide et accablante pour l'accusatrice d'Élise. Mais Julien savait qu'il lui fallait encore des preuves irréfutables avant de pouvoir agir. Et surtout, il devait comprendre pourquoi personne n'avait encore fait le rapprochement entre cet objet trouvé et l'accusation de vol portée contre Élise. La réponse à cette question allait le mener vers une découverte encore plus troublante sur le fonctionnement de son propre hôtel. Mademoiselle Margot,
Julien s'approcha du comptoir de la réception, où la jeune femme qu'il avait croisée plus tôt dans la journée s'affairait à classer des dossiers. L'heure de pointe était passée, et le hall de l'hôtel baignait dans cette atmosphère feutrée du début de soirée. « Monsieur Dumont !» Margot leva la tête, surprise. « Que puis-je faire pour vous ? J'aimerais comprendre votre procédure concernant les objets trouvés. Dans le cadre de mon audit, bien sûr. » Le visage de Margot s'assombrit légèrement. « Oh, vous voulez parler du bracelet de Madame Lafleur. Entre autres, pouvez-vous me raconter exactement ce qui s'est passé ?» Margot jeta un coup d'œil nerveux vers le bureau de Bertrand, dont la porte était fermée. « Eh bien, hier soir, Nathalie Duspas nous a apporté un bracelet trouvé dans les vestiaires. Un bijou magnifique, avec des saphirs. J'ai immédiatement pensé à Madame Lafleur, parce qu'elle était la seule cliente à porter ce type de bijou hier. Et vous l'avez contactée? C'est là que ça devient compliqué. » Margot baissa la voix. « J'ai voulu l'appeler ce matin, mais Pierre-Alain, vous savez, le concierge en chef, m'a dit d'attendre. Il prétendait que Madame Lafleur était de mauvaise humeur et qu'il valait mieux ne pas la déranger. » Julien fronça les sourcils. Pierre-Alain Vasseur, le concierge en chef, était un homme d'une 50aine d'années qui travaillait à l'hôtel depuis près de 20 ans. Un homme aux manières raffinées, toujours impeccablement vêtu, qui jouissait d'une excellente réputation auprès de la clientèle fortunée. Et ensuite, vers 11 heures, j'ai appris par Carmen que Madame Lafleur accusait Élise de lui avoir volé son bracelet. J'ai immédiatement voulu aller voir Monsieur Bertrand pour lui dire que nous avions le bracelet ici, mais... La voix de Margot se brisa légèrement. « Mais, l'encouragea Julien, Pierre-Alain m'a dit de me taire. Il a prétendu que si je parlais maintenant, on pourrait croire que j'étais complice d'Élise, que cela pourrait me coûter ma place. » Des larmes de colère brillaient dans ses yeux. « Je n'ai que 23 ans, monsieur Dumont. J'ai un crédit à rembourser, et ce travail est tout ce que j'ai. Mais voir Élise accusée injustement, cela me rend malade. » Julien sentit une colère froide l'envahir. Ainsi Pierre-Alain avait délibérément empêché que la vérité éclate, protégeant sa tranquillité et celle de l'hôtel au détriment d'une innocente. Où est Pierre-Alain en ce moment? Dans son bureau, derrière la conciergerie. Mais vous n'allez pas lui dire que c'est moi qui vous ai raconté ça? N'ayez aucune crainte, mademoiselle Margot. Votre honnêteté vous honore, et je vous promets qu'elle ne vous causera aucun tort. Julien se dirigea vers la conciergerie, une élégante alcôve aménagée près de l'entrée principale. Pierre-Alain Vasseur était au téléphone, parlant dans un anglais parfait avec ce qui semblait être un client fortuné de New York. Il raccrocha en voyant approcher Julien. « Monsieur Dumont, puis-je vous être utile ?» L'homme affichait ce sourire professionnel légèrement obséquieux qu'il réservait aux personnalités importantes. Julien prit place dans le fauteuil face au bureau du concierge, adoptant délibérément une posture décontractée qui contrastait avec la gravité de ses intentions. « Monsieur Vasseur, j'aimerais que vous me parliez de l'incident de ce matin, cette histoire de vol présumé. » Le visage de Pierre-Alain se durcit imperceptiblement. « Une bien triste affaire, monsieur. 15 000 € de bijoux qui disparaissent. C'est le genre d'incident qui peut ternir la réputation d'un établissement comme le nôtre. Effectivement. Et vous, qu'en pensez-vous? Élise Moreau vous semble-t-elle capable d'un tel acte? » Pierre-Alain marqua une hésitation. Élise était une employée correcte, mais on ne connaît jamais vraiment les gens, n'est-ce pas? Les tentations sont grandes dans notre métier. Vraiment? Julien se pencha légèrement en avant. Pourtant, il me semble qu'un bracelet en saphir a été trouvé hier au spa et remis à la réception. N'était-ce pas là une information importante à communiquer? Cette fois, Pierre-Alain pâlit visiblement. Ses mains se crispèrent sur son sous-main de cuir. « Comment êtes-vous au courant de cela? C'est moi qui pose les questions, monsieur Vasseur. Pourquoi avoir empêché mademoiselle Margot de signaler cette découverte à la direction ?» Le concierge se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur la terrasse de l'hôtel. Sa silhouette se découpait contre les derniers rayons du soleil couchant. « Vous ne comprenez pas la situation, monsieur Dumont. Madame Lafleur est... C'est une cliente très influente. Elle connaît les propriétaires de la chaîne. Elle a des relations dans tout Paris. »
Un simple malentendu aurait pu être résolu discrètement. En sacrifiant la réputation d'une employée irréprochable, Pierre Alain se retourna, et pour la première fois, Julien put lire dans ses yeux cette lâcheté ordinaire qui pousse les hommes faibles à protéger leur position au détriment de la justice. Élise Moreau retrouvera du travail ailleurs, mais si Madame Lafleur décide de nuire à l'hôtel, c'est 50 emplois qui sont menacés. Et vous pensez vraiment que laisser une innocente porter le chapeau constitue une solution acceptable ? Innocente. Un sourire amer étira les lèvres du concierge. Qui vous dit qu'elle l'est vraiment ? Peut-être a-t-elle effectivement pris le bracelet et l'a-t-elle caché au spa pour le récupérer plus tard. L'hypothèse était si tirée par les cheveux que Julien faillit éclater de rire. Mais il préféra garder son sérieux, comprenant qu'il avait affaire à un homme prêt à toutes les contorsions mentales pour justifier son silence. Dans ce cas, les caméras de surveillance nous éclaireraient, non ? Pierre Alain tressaillit. Les caméras ? Bien sûr. L'hôtel en est équipé, je suppose. Nous pourrions vérifier les allées et venues d'hier après-midi. Voir qui est allé au spa à quelle heure. Pour la première fois depuis le début de leur conversation, le concierge sembla véritablement désarçonné. Il retourna s'asseoir, ses gestes trahissant une nervosité croissante. « Écoutez, monsieur Dumont, je vais être franc avec vous. Cette histoire me dépasse. Je ne suis qu'un employé, moi aussi. J'essaie de préserver la paix dans cet établissement. Si vous voulez consulter les enregistrements de surveillance, adressez-vous directement à monsieur Bertrand. Lui seul a l'autorité pour prendre ce genre de décision. » Julien se leva, satisfait d'avoir obtenu cette confirmation de l'existence des enregistrements. Il tenait maintenant tous les éléments nécessaires pour confondre les menteurs et rétablir la vérité. « Merci pour votre franchise, monsieur Vasseur. Votre coopération sera notée dans mon rapport. » En sortant de la conciergerie, Julien sentait l'adrénaline courir dans ses veines. L'heure de la confrontation approchait. Mais avant cela, il lui restait une dernière vérification à effectuer, consulter ces fameuses caméras de surveillance qui allaient définitivement innocenter Élise et confondre ses accusateurs. Le bureau de sécurité de l'hôtel du Ciel Azur se trouvait au sous-sol, dans un couloir discret que peu d'employés fréquentaient. Julien s'y rendit directement, fort de son statut de consultant qui lui donnait accès à toutes les zones de l'établissement. Il savait qu'il prenait un risque en agissant seul, sans l'aval de Bertrand, mais l'urgence de la situation ne lui laissait pas le choix. Michel Garneau, le chef de la sécurité, était un ancien gendarme reconverti dans le privé. Un homme de 55 ans, aux cheveux grisonnants, réputé pour son professionnalisme et sa discrétion. Il accueillit Julien sans surprise particulière. « Monsieur Dumont, que puis-je faire pour vous ? J'aurais besoin de consulter les enregistrements de surveillance d'hier après-midi, entre 14 et 18 heures, notamment les caméras du 5e étage et du spa. » Michel fronça les sourcils. « C'est en rapport avec l'incident de ce matin ? Cette histoire de vol présumé ? » « Exactement. J'aimerais vérifier certains éléments pour mon rapport. » Le chef de la sécurité hésita un instant. « Normalement, je devrais avoir l'autorisation de monsieur Bertrand pour ce genre de consultation. »« Monsieur Garneau !» l'interrompit Julien d'une voix ferme. « Je représente la direction générale de la chaîne Dufort Collection. Cette enquête est prioritaire et je vous assure que vous avez toute l'autorité nécessaire pour m'accompagner. » Michel acquiesça, impressionné par l'assurance de Julien. Il l'invita à s'installer devant l'écran principal, un moniteur haute définition relié au système de surveillance centrale. Alors, par quoi commençons-nous ? Montrez-moi d'abord les enregistrements du 5e étage, hier entre 14 et 15 heures. Les images défilèrent sur l'écran. On y voyait les couloirs feutrés de l'étage, occasionnellement traversés par des employés en uniforme. À 14h42 précisément, Élise apparut dans le champ de la caméra du couloir principal. Elle poussait son chariot de ménage vers la suite présidentielle, ses gestes empreints de cette efficacité tranquille qui la caractérisait. « Voilà, Élise Moreau qui arrive pour faire le ménage de la suite », commenta Michel. « Une employée modèle, si vous voulez mon avis. Jamais eu le moindre problème avec elle en 15 ans. » Julien nota l'heure avec précision. À 14h58, Élise ressortait de la suite, refermait soigneusement la porte et repartait avec son chariot.
Son service était terminé. Maintenant, montrez-moi les images du spa pour la même période. Michel changea d'angle de vue. Le spa apparut à l'écran, avec ses espaces luxueux et sa piscine à débordement. À 15h32, Madame Lafleur fit son apparition, vêtue du peignoir blanc de l'hôtel et visiblement parée de nombreux bijoux, dont un bracelet étincelant au poignet gauche. « Elle porte bien le bracelet en arrivant au spa », murmura Julien. Les images montraient ensuite Madame Lafleur se dirigeant vers les vestiaires, puis ressortant en maillot de bain pour se rendre au jacuzzi. Mais très rapidement, on la voyait gesticuler, parlant de manière animée avec Nathalie. L'échange semblait tendu. « Accéléré jusqu'à son départ », demanda Julien. À 16h12, Madame Lafleur quittait précipitamment le spa, rhabillée de son peignoir. Mais cette fois, Julien remarqua un détail crucial. Son poignet gauche était nu, plus de bracelet. « Arrêtez l'image !» s'exclama-t-il. « Regardez son poignet !» Michel se pencha vers l'écran. Effectivement, elle n'a plus son bracelet en sortant. Continuez l'enregistrement. Je veux voir ce qui se passe ensuite. Les images montraient Nathalie faisant le tour des installations après le départ de Madame Lafleur. À 16h15 exactement, on la voyait sortir d'une cabine de change en tenant un objet brillant dans sa main. Le bracelet. « Voilà la preuve », déclara Julien avec satisfaction. « Madame Lafleur a oublié son bracelet au spa et Nathalie l'a trouvé. Il n'y a jamais eu de vol. » Michel hocha la tête, visiblement troublé. « Mais alors, pourquoi accuser cette pauvre Élise ? C'est exactement ce que je compte découvrir. Pouvez-vous me graver une copie de ces séquences ? Bien sûr, mais que comptez-vous faire ? Rétablir la vérité, monsieur Garneau, et réparer une injustice. » Pendant que Michel préparait la copie des enregistrements, Julien réfléchissait à la stratégie à adopter. Il tenait maintenant des preuves irréfutables de l'innocence d'Élise, mais il devait agir avec prudence. Confondre publiquement Madame Lafleur, sans lui laisser une porte de sortie, pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'hôtel. Son téléphone vibra. Un message de son assistante personnelle. « Monsieur Dufort, urgence. Les journaux économiques annonce votre possible rachat de la chaîne Méridien Palace. Dois-je démentir ?» Julien soupira. Même ici, les rumeurs le poursuivaient. Il tapa rapidement « Ignoré, plus important en cours ». « Voilà votre copie », annonça Michel en lui tendant une clé USB. « J'espère que cela aidera cette pauvre Élise. »« Merci, monsieur Garneau. Votre professionnalisme est exemplaire. » En remontant du sous-sol, Julien croisa Carmen dans le couloir de service. La gouvernante générale semblait préoccupée. « Monsieur Dumont, vous tombez bien. Je voulais vous parler d'Élise. Cette histoire est un scandale. Cette femme est d'une honnêteté à toute épreuve. J'ai travaillé avec elle pendant 15 ans, et jamais... » « Carmen, » l'interrompit doucement Julien. « Et si je vous disais que j'ai la preuve de son innocence ?» Les yeux de la gouvernante s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment, mais j'ai besoin de votre aide. Savez-vous où habite Élise ? Bien sûr, rue des Lilas, dans le centre de Nice. Un petit appartement qu'elle partage avec sa mère et son grand-père. Pourquoi ? Je voudrais lui présenter mes excuses, au nom de l'hôtel, et lui proposer de revenir. » Carmen eut un sourire ému. « Monsieur Dumont, si vous faites cela, vous aurez la reconnaissance éternelle de toute l'équipe. Élise ne méritait pas ce qui lui arrive. Elle aura beaucoup mieux que des excuses, » murmura Julien. « Elle aura justice. » Il regarda sa montre. 19h. Il était temps de passer à l'action. Demain matin, il convoquerait une réunion extraordinaire avec tout le personnel d'encadrement. Et il révélerait enfin sa véritable identité, non plus comme simple consultant, mais comme propriétaire de l'établissement. Madame Lafleur et ses complices allaient découvrir qu'on ne détruit pas impunément la vie d'une innocente. Pas dans ses hôtels, pas sous son regard. Mais avant cela, il avait une visite urgente à effectuer. Rue des Lilas, à Nice. Il était temps de retrouver la petite fille aux grands rêves qu'il avait connus autrefois et de lui dire que ses rêves pouvaient encore se réaliser. La rue des Lilas serpentait dans le vieux Nice comme un ruban de pavés usé par le temps.
Les façades colorées des immeubles du XIXe siècle se dressaient de chaque côté, leurs volets pastel fermés contre la fraîcheur du soir méditerranéen. Julien gara sa discrète berline louée au bout de la rue et remonta à pied vers le numéro 47. Son cœur battait étrangement vite. Depuis qu'il avait quitté l'hôtel, une nervosité inhabituelle s'était emparée de lui. Il avait dirigé des conseils d'administration devant des financiers internationaux, négocié des contrats de millions d'euros, mais l'idée de frapper à la porte d'Élise Moreau le rendait aussi anxieux qu'un adolescent. L'immeuble était modeste, mais soigneusement entretenu. Les géraniums aux fenêtres et les cuivres étincelants de l'entrée témoignaient de l'attention portée par les résidents à leur cadre de vie. Au 3e étage, une plaque de laiton portait le nom « Moreau ». Julien hésita un instant avant de frapper. Que dirait-il? Comment expliquer sa présence sans révéler immédiatement son identité? Et surtout, comment annoncer à Élise qu'il était celui qui pouvait réparer l'injustice dont elle était victime? La porte s'ouvrit sur une femme âgée d'une 60aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon et aux mains marquées par des années de travail manuel. Julien reconnut immédiatement Marie Moreau, la mère d'Élise. Les années avaient creusé des rides sur son visage, mais ses yeux gardaient cette douceur et cette dignité qu'il se rappelait. « Bonsoir, madame, dit-il poliment. Je suis Julien Dumont, consultant à l'hôtel du Ciel Azur. Je souhaiterais parler à mademoiselle Élise Moreau, s'il vous plaît. » Le visage de Marie se ferma immédiatement. « Ma fille n'a rien à dire aux gens de cet hôtel. Vous avez fait assez de mal comme ça. Madame Moreau, je vous en prie, je ne viens pas en ennemi. Au contraire, j'ai des informations importantes concernant l'incident de ce matin, des informations qui pourraient tout changer. » Marie hésita, scrutant le visage de Julien avec cette intuition maternelle qui sait déceler la sincérité. « Attendez ici, » finit-elle par dire avant de refermer la porte. Julien entendit des voix étouffées à l'intérieur, puis des pas qui se rapprochaient. Quand la porte se rouvrit, ce fut Élise qui apparut. Elle avait troqué son uniforme d'hôtel contre un simple pull beige et un jean, mais sa posture restait droite, empreinte de cette dignité naturelle qui l'avait toujours caractérisée. Monsieur Dumont, sa voix était lasse, comme vidée par les émotions de la journée. « Ma mère dit que vous avez des informations? Mademoiselle Moreau, puis-je entrer? Ce que j'ai à vous dire mérite d'être discuté au calme. » Élise l'observa un moment, puis s'effaça pour le laisser passer. L'appartement était petit, mais accueillant. Un salon modeste aux meubles anciens, mais impeccablement entretenus. Des livres partout sur les étagères, des photos de famille encadrées avec soin. Dans un fauteuil près de la fenêtre, un homme âgé lisait un journal en s'aidant d'une loupe. « Grand-père, » dit doucement Élise, « je te présente Monsieur Dumont, de l'hôtel. » Le vieil homme leva vers Julien des yeux encore vifs, malgré son grand âge. « Ainsi, vous venez de la part de ceux qui ont accusé ma petite fille? Émile, s'il te plaît, » intervint Marie, « laisse monsieur s'expliquer. » Julien prit place sur le canapé qu'Élise lui indiquait, ému par l'atmosphère de cette famille unie malgré les épreuves. « Mademoiselle Moreau, je vais être direct. Vous avez été accusée à tort. Le bracelet de Madame Lafleur n'a jamais été volé. Elle l'a oublié au spa hier après-midi et il a été retrouvé par Nathalie, la responsable de l'établissement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise se laissa tomber dans un fauteuil, le visage livide. « Vous en êtes certain? J'en ai la preuve formelle. » Julien sortit de sa poche la clé USB contenant les enregistrements de surveillance. « Tout est là. Votre innocence est établie de manière irréfutable. » Marie porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. « Ma petite fille, ma pauvre petite fille. »« Mais alors, » murmura Élise d'une voix brisée, « pourquoi m'avoir accusé? Pourquoi personne n'a-t-il fait le rapprochement ?» Julien sentit sa colère remonter. Parce que des gens ont préféré protéger leurs intérêts plutôt que de dire la vérité. Le concierge en chef savait que le bracelet avait été trouvé. Il a empêché la réceptionniste de le signaler, craignant de contrarier Madame Lafleur. « Pierre Alain ?» Élise secoua la tête, incrédule. « Mais nous travaillions ensemble depuis des années. La lâcheté ne connaît pas l'ancienneté, mademoiselle Moreau. » Le grand-père d'Élise posa son journal et se leva péniblement de son fauteuil.
Monsieur Dumont, nous vous sommes reconnaissants d'avoir mené cette enquête. Mais dites-moi, que comptez-vous faire maintenant? C'était le moment de vérité. Julien regarda tour à tour les trois visages tournés vers lui. Demain matin, je révélerai publiquement la vérité. Madame Lafleur sera confrontée aux preuves, et tous ceux qui ont participé à cette mascarade devront répondre de leurs actes. Et mon travail? Demanda Élise d'une petite voix. Qui voudra embaucher une femme qui a été accusée de vol, même si elle est innocentée? Julien se pencha vers elle, et pour la première fois depuis son arrivée, il laissa transparaître dans sa voix une émotion qu'il ne contrôlait plus tout à fait. « Élise, puis-je vous appeler Élise? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Nous nous sommes déjà rencontrés il y a très longtemps. » La jeune femme fronça les sourcils. « Je ne me souviens pas. L'hôtel des Grands Boulevards, à Paris. Il y a plus de 20 ans. Votre mère y travaillait et vous veniez parfois avec elle, une petite fille aux nattes brunes qui rêvait de travailler dans un grand hôtel. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent lentement. Le fils du patron, « Vous étiez ce jeune homme qui me parlait dans les escaliers de service. »« Julien, » murmura-t-il. « Je m'appelais déjà Julien. » Marie se rapprochait, scrutant le visage de leur visiteur. « Mon Dieu, Julien, ce petit garçon gentil qui donnait des livres à Élise. Vous vous souvenez de moi? Comment oublier ?» dit Marie avec un sourire ému. « Vous étiez le seul à traiter ma fille comme une égale. Vous lui aviez offert un exemplaire des Misérables pour ses 10 ans. Elle l'a gardé. » Élise se leva brusquement et disparut dans une chambre voisine. Elle revint quelques instants plus tard avec un livre usé, aux pages jaunies par le temps. « Vous me l'aviez dédicacé, » dit-elle d'une voix tremblante. « Pour Élise, qui réalisera tous ses rêves. » Julien prit le livre entre ses mains, ému aux larmes. Après toutes ces années, après tous les succès et toutes les richesses accumulées, tenir ce modeste cadeau d'enfant lui paraissait plus précieux que tous ses biens. « Élise, » murmura-t-il en relevant la tête vers elle, « il est temps que vous sachiez qui je suis vraiment. » Le silence qui s'abattit sur le petit salon de la rue des Lilas était si profond qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale et les battements de cœur affolés d'Élise. Julien tenait encore entre ses mains le livre qu'elle avait conservé toutes ces années, symbole d'une amitié d'enfance qui avait marqué leurs deux vies. « Qui vous êtes vraiment ?» répéta Élise d'une voix à peine audible. Julien posa délicatement l'exemplaire des Misérables sur la table basse et se redressa. Son regard croisa celui de Marie, puis celui du grand-père Émile, avant de revenir se poser sur Élise. « Mon nom complet est Julien Dufort, et l'hôtel du Ciel Azur m'appartient, comme tous les établissements de la chaîne Dufort Collection. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac paisible, créant des ondulations qui se propagèrent dans toute la pièce. Marie porta une main à sa gorge. Le grand-père se rassit lourdement dans son fauteuil. Et Élise resta figée, comme foudroyée. « Vous êtes le propriétaire ?» balbutia-t-elle. « Mais alors, pourquoi vous faire passer pour un consultant? Pourquoi cette mascarade ?» Julien se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la rue paisible. Les réverbères commençaient à s'allumer, projetant une lumière dorée sur les pavés anciens. « Parce que j'avais besoin de voir la vérité, » dit-il sans se retourner. « Quand on est propriétaire, on ne voit que ce que les gens veulent bien vous montrer. Les sourires de façade, les rapports édulcorés, les mensonges polis. Je voulais connaître la réalité de mes hôtels, comprendre comment mes employés étaient vraiment traités. » Il fit volte-face, et Élise put lire dans ses yeux une détermination farouche mêlée d'une culpabilité profonde. Et ce que j'ai découvert m'a écœuré. Des employés terrorisés par leur hiérarchie, des injustices couvertes par opportunisme, des lâchetés érigées en système. Et pour couronner le tout, une femme intègre accusée à tort pour protéger les caprices d'une cliente influente. Marie s'était rapprochée de sa fille et lui tenait maintenant la main, comme pour l'ancrer dans cette réalité qui basculait. « Monsieur Dufort, » dit-elle d'une voix tremblante, « nous ne savions pas. Élise n'a jamais su qui vous étiez vraiment. » « Et c'est tant mieux, » répondit Julien avec un sourire triste. « Cela m'a permis de voir qui elle était devenue. Une femme remarquable, respectée de tous, qui a consacré 15 ans de sa vie à servir avec excellence. Exactement ce que laissait présager la petite fille que j'avais connue. » Élise se leva soudain, comme mue par un ressort.
Ses joues s'étaient empourprées et ses yeux brillaient d'une émotion difficile à définir. « 15 ans !» s'exclama-t-elle. « 15 ans à travailler dans votre hôtel, et vous ne m'avez jamais reconnu. Pas une seule fois. »« Élise !» commença Julien. « Non !» Elle leva la main pour l'interrompre. « Laissez-moi parler. Savez-vous combien de fois j'ai pensé à vous au cours de ces années? Combien de fois je me suis demandé ce qu'était devenu ce jeune homme qui m'avait donné envie de rêver ?» Sa voix se brisa légèrement. « Quand j'ai commencé à travailler à l'Hôtel du Ciel Azur, j'ai découvert que c'était un établissement de la chaîne Dufort. J'ai espéré, j'ai rêvé que peut-être... Mais les propriétaires ne se mélangent pas avec les femmes de ménage, n'est-ce pas ?» Julien encaissa le reproche comme une gifle. « Élise, vous ne comprenez pas. »« Oh si, je comprends très bien. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur ses joues. « Vous aviez votre vie dorée, vos responsabilités de patron, votre monde de luxe. Et moi, j'étais juste une ancienne connaissance qui astiquait vos sols. » Le grand-père Émile se leva péniblement et s'approcha de sa petite fille. « Ma chérie, calme-toi, tu es bouleversée. » Bouleversée. Élise eut un rire sans joie. « Grand-père, cet homme aurait pu changer ma vie d'un simple mot. Il aurait pu me reconnaître, me parler, me proposer autre chose que de nettoyer des chambres d'hôtel. Mais non, il a préféré jouer les espions, observer de loin les petites gens de son empire. » Julien s'approcha d'elle, le visage défait. « Élise, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » « M'expliquer quoi ? Que pendant que je me levais à 5 heures du matin pour faire des lits et nettoyer des salles de bain, vous viviez dans vos palaces en ignorant que votre vieille amie d'enfance était à votre service ? Vous ne savez pas de quoi vous parlez, » explosa soudain Julien, sa propre émotion prenant le dessus. « Vous croyez que j'ai choisi cette vie ? Vous croyez que c'est facile d'hériter d'un empire à 25 ans quand votre père meurt dans un accident ?» Le silence retomba brutalement. Julien passa une main dans ses cheveux, visiblement ébranlé. « Quand mon père est mort, j'ai dû tout apprendre en accéléré, les finances, la gestion, les relations avec les investisseurs. J'ai passé des années à courir d'un bout à l'autre de l'Europe pour éviter que tout s'effondre. Et oui, j'ai perdu de vue les visages humains derrière les chiffres. » Il se tourna vers Élise, les yeux brillants. « Mais vous, jamais je ne vous ai oublié. Cette petite fille qui voulait accueillir les gens du monde entier. Elle a hanté mes nuits pendant des années. Je me demandais si elle avait réalisé ses rêves, si elle était heureuse. Et quand j'ai commencé ces inspections incognito, c'était en partie pour essayer de vous retrouver. » Marie observait l'échange entre sa fille et Julien avec cette sagesse des mères qui comprennent les non-dits. « Mes enfants, dit-elle doucement, vous souffrez tous les deux depuis trop longtemps. » Élise s'essuya les yeux d'un revers de manche. « Et maintenant que vous m'avez retrouvé, que vous savez que je ne suis qu'une simple femme de ménage accusée à tort, qu'est-ce que vous comptez faire ?» Julien la regarda droit dans les yeux. « D'abord, réparer l'injustice dont vous êtes victime, confondre publiquement Madame Lafleur et tous ceux qui ont participé à cette mascarade. Ensuite, il marqua une pause, comme s'il hésitait à révéler ses véritables intentions. Ensuite, vous proposez ce que j'aurais dû vous proposer il y a 15 ans. Une place à votre mesure, un poste de direction si vous l'acceptez. De la charité ?» Le ton d'Élise était redevenu froid. « Non, de la justice. Et peut-être la possibilité de rattraper le temps perdu. » Leurs regards se croisèrent, chargés de 20 ans de non-dits, de regrets et d'espoirs inassouvis. Dans ce petit salon de la rue des Lilas, l'avenir venait de prendre un tournant inattendu. Cette nuit-là, Élise ne ferma pas l'œil. Allongée dans son petit lit, dans la chambre qu'elle partageait avec sa mère depuis l'enfance, elle fixait le plafond en ressassant les événements de la soirée. À côté d'elle, Marie respirait paisiblement, mais Élise savait qu'elle non plus ne dormait pas vraiment. « Maman, » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Oui, ma chérie, tu penses que j'ai eu raison de lui parler comme ça? J'ai été si dure avec lui. » Marie se tourna vers sa fille. Dans la pénombre, elle distinguait à peine son profil, mais elle entendait dans sa voix cette vulnérabilité qu'Élise s'efforçait toujours de cacher. « Ma petite fille, tu as dit ce que tu avais sur le cœur. 20 ans de frustration, ça ne se tait pas d'un coup. Mais il a l'air sincère, et si j'avais mal interprété ses intentions? »
Marie soupira doucement. « Élise, cet homme t'a retrouvé après toutes ces années. Il a mené une enquête pour innocenter une simple employée alors qu'il aurait pu fermer les yeux. Tu ne crois pas que cela en dit long sur ses sentiments ?» Dans le salon, le grand-père Émile ne dormait pas non plus. Installé dans son fauteuil habituel, il regardait par la fenêtre les rues désertes de Nice. À 86 ans, il avait vu suffisamment de choses pour reconnaître l'amour quand il le croisait. Et ce soir, dans les yeux de ce Julien Dufort, il avait vu bien plus qu'une simple compassion d'employeur. Pendant ce temps, à l'hôtel du Ciel Azur, Julien faisait les 100 pas dans sa suite, celle-là même qu'il occupait sous sa fausse identité de consultant. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Lui, le propriétaire de l'établissement, logeait incognito dans une simple chambre d'hôtel. Il avait passé la soirée à élaborer sa stratégie pour le lendemain. Le plan était simple en apparence. Convoquer tout le personnel d'encadrement, révéler son identité, présenter les preuves de l'innocence d'Élise et prendre les sanctions qui s'imposaient. Mais il savait que l'exécution serait délicate. Son téléphone sonna. Le nom de son avocat personnel s'affichait sur l'écran. « Maître Delacroix, il est minuit passé. Julien, pardonnez-moi de vous déranger si tard, mais j'ai reçu un appel inquiétant. Un journaliste du Figaro me demande des informations sur votre présence prolongée sur la Côte d'Azur. Apparemment, quelqu'un l'a renseigné sur vos activités. » Julien sentit un frisson d'alarme le parcourir. « Quel genre d'informations ? Il sait que vous séjournez à l'hôtel du Ciel Azur sous une fausse identité. Il évoque une enquête interne que vous menez personnellement. Julien, si cette histoire éclate dans la presse, je sais, cela pourrait compromettre toute la chaîne. » Exactement, les investisseurs détestent les scandales, même quand ils révèlent des qualités morales. Ils y voient de l'instabilité, de l'imprévisibilité. Julien réfléchit rapidement. Combien de temps avons-nous ? Quelques heures, tout au plus. L'article est prévu pour l'édition de demain matin. Je peux peut-être négocier un délai, mais il faudra donner une explication plausible. Laissez-moi jusqu'à demain midi. Après ça, peu importe ce qu'ils écrivent. Julien, qu'est-ce que vous préparez ? À réparer une injustice, maître. Et peut-être quelque chose de plus important encore. Après avoir raccroché, Julien s'installa à son ordinateur portable et commença à rédiger plusieurs documents. Une lettre de révocation pour Pierre-Alain Vasseur, une proposition de promotion pour Carmen, qui deviendrait directrice adjointe, et surtout une offre d'emploi très particulière qu'il comptait présenter à Élise. À 3 heures du matin, il eut une idée. Il décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Philippe, c'est Julien. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de votre aide. » Philippe Marchand, son directeur général, était son ami depuis l'université. C'était l'une des rares personnes à qui Julien pouvait se confier sans réserve. « Julien, que se passe-t-il? Vous allez bien ? » « Philippe, je vais vous demander quelque chose d'inhabituel. Je veux que vous prépariez tous les documents nécessaires pour créer une nouvelle filiale de la société. Un projet hôtelier indépendant, avec un capital de départ de 5 millions d'euros. Une nouvelle filiale. À 3 heures du matin? Julien, vous m'inquiétez. Faites-moi confiance, Philippe. Et assurez-vous que tout soit prêt pour demain après-midi. Je veux que les statuts prévoient un partenariat à parts égales entre la société mère et un associé externe. Un associé? Qui? Vous le saurez demain. En attendant, préparez aussi un dossier sur les propriétés disponibles dans le quartier de Montmartre. Des bâtiments anciens avec du caractère susceptibles d'être transformés en hôtel de charme. Montmartre? Julien. Est-ce que cette histoire a un rapport avec votre mission d'infiltration sur la Côte d'Azur? Tout à fait. Et Philippe, merci de me faire confiance. Vous comprendrez tout très bientôt. Après avoir raccroché, Julien se dirigea vers la fenêtre de sa suite. L'aube commençait à poindre sur la Méditerranée, peignant l'horizon de nuances roses et dorées. Dans quelques heures, il allait jouer l'acte le plus important de sa vie professionnelle. Et peut-être personnel. Il pensait à Élise, à sa colère légitime, à ses yeux brillants de larmes retenues. Il pensait à cette petite fille aux nattes brunes qui rêvait d'accueillir les gens du monde entier.
Et il se demandait si, après tant d'années de séparation et de malentendus, ils arriveraient à se retrouver vraiment. Au même moment, rue des Lilas, Élise se levait silencieusement et se dirigeait vers la cuisine. Elle prépara un thé, s'installa près de la fenêtre et regarda le jour se lever sur Nice. Dans son esprit, 1000 questions se bousculaient. Que voulait vraiment Julien? Pouvait-elle lui faire confiance? Et surtout, avait-elle le droit d'espérer que leur retrouvaille puisse déboucher sur autre chose qu'une simple réparation professionnelle? Elle pensa à sa mère, qui avait sacrifié sa jeunesse pour élever seule sa fille. Elle pensa à son grand-père, qui méritait de finir ses jours dans la sérénité. Elle pensa à tous ses rêves, qu'elle avait progressivement abandonnés au fil des années, se contentant d'un travail honnête, mais sans perspective. Et elle prit sa décision. Quoi que Julien lui propose ce jour-là, elle l'écouterait avec un cœur ouvert. Elle lui donnerait une chance de prouver que le petit garçon généreux qu'elle avait connu était toujours là, quelque part, sous le vernis du businessman accompli. Le soleil se levait sur ce qui allait être le jour le plus important de leurs deux vies. À 8 heures précises, Julien pénétra dans la salle de réunion principale de l'hôtel du Ciel Azur. Il avait troqué sa tenue décontractée de consultant contre un costume anthracite impeccablement coupé qui révélait enfin son véritable statut. Sous son bras, il portait une mallette contenant les preuves qui allaient bouleverser la matinée de bien des gens. La salle se remplissait progressivement. Monsieur Bertrand, le directeur, avait l'air préoccupé depuis qu'il avait reçu l'ordre de convoquer tout le personnel d'encadrement en urgence. Pierre-Alain Vasseur, le concierge en chef, arborait ce masque de sérénité professionnelle qu'il portait en toutes circonstances. Carmen, la gouvernante générale, s'installait au fond de la salle, visiblement inquiète de cette convocation inhabituelle. À 8h05, Madame Brigitte Lafleur fit son entrée majestueuse dans un tailleur Chanel rose poudré. Elle avait été informée que la direction souhaitait faire le point sur l'incident de la veille. Son avocat personnel, maître Roussel, l'accompagnait, sanglé dans un 3 pièces qui suintait l'arrogance bourgeoise. « Mesdames et messieurs, » commença Bertrand d'une voix mal assurée, « je vous ai convoqué ce matin à la demande de monsieur Dumont, consultant de la direction générale, qui souhaite faire le point sur certains dysfonctionnements constatés dans notre établissement. » Julien se leva lentement, prenant le temps de balayer du regard l'assemblée. Quand ses yeux croisèrent ceux de Pierre-Alain, il nota que le concierge semblait soudain moins sûr de lui. « Merci, monsieur Bertrand. Mais avant de commencer, je dois vous faire une révélation importante. » Il marqua une pause théâtrale. « Mon nom n'est pas Julien Dumont. Je m'appelle Julien Dufort, et je suis le propriétaire de cet hôtel, comme de tous les établissements de la chaîne Dufort Collection. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Bertrand devint livide, Pierre-Alain se tassa dans son fauteuil, et Madame Lafleur écarquilla les yeux de surprise. « Depuis 3 semaines, j'ai mené une inspection incognito pour comprendre le fonctionnement réel de mes établissements, et ce que j'ai découvert hier me révolte au plus haut point. » Il ouvrit sa mallette et en sortit la clé USB contenant les enregistrements de surveillance. « Madame Lafleur, vous avez accusé mademoiselle Élise Moreau, l'une de nos employées les plus respectées, d'avoir volé votre bracelet en saphir. Cette accusation a entraîné sa suspension immédiate et la destruction de sa réputation. »« Et alors ?» rétorqua Madame Lafleur, retrouvant son aplomb. « Cette femme était la seule à avoir accès à ma suite. Qui d'autre aurait pu prendre mon bracelet ?» Julien brancha la clé USB sur l'ordinateur portable relié au projecteur de la salle. « Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. » Les images de surveillance apparurent sur l'écran géant. D'abord, Élise quittant la suite présidentielle à 14h58, bien avant l'heure où Madame Lafleur prétendait avoir découvert le vol. Comme vous pouvez le voir, Mademoiselle Moreau a terminé son service avant 15h. Puis vinrent les images du spa. Madame Lafleur arrivant avec ses bijoux, incluant le fameux bracelet, puis repartant précipitamment sans le porter. Voici maintenant ce qui s'est réellement passé. Vous avez oublié votre bracelet au spa, Madame Lafleur. Il a été retrouvé par Nathalie, la responsable de l'établissement, qui l'a immédiatement remis à la réception selon nos procédures habituelles.
L'image suivante montrait Nathalie remettant le bracelet à Margot avec un horodatage très clair. Hier, 16h15. Madame Lafleur s'était levée de son siège, le visage cramoisi. C'est impossible, je l'avais rangé dans mon coffre-fort. Non, madame. Vous l'aviez oublié dans les vestiaires du spa après votre dispute avec le personnel. Et plutôt que d'admettre votre erreur, vous avez préféré accuser une innocente. Maître Roussel, l'avocat de madame Lafleur, intervint d'une voix glaciale. Monsieur Dufort, ma cliente peut avoir été désorientée par l'émotion. Une simple erreur ne constitue pas un délit. Une erreur? Julien se tourna vers Pierre-Alain. Monsieur Vasseur, voulez-vous expliquer à l'Assemblée pourquoi vous avez empêché mademoiselle Margot de signaler que le bracelet avait été trouvé? Pierre-Alain tenta de garder contenance, mais sa voix tremblait légèrement. J'ai voulu éviter un malentendu, préserver la tranquillité de l'établissement. En sacrifiant une employée irréprochable, je pensais que tout se clarifierait naturellement. Mensonge! La voix de Julien claqua comme un fouet. Vous saviez parfaitement que madame Lafleur accusait Élise Moreau. Vous avez délibérément eu la vérité pour protéger vos intérêts et votre confort. Carmen, qui assistait à la scène depuis le fond de la salle, prit soudain la parole. Monsieur le directeur, monsieur Dufort, Élise Moreau est la personne la plus honnête que j'ai jamais connue. En 15 ans, elle n'a jamais pris ne serait-ce qu'un savon dans les chambres. Cette accusation était une ignominie. Merci, Carmen. Votre témoignage confirme ce que je sais déjà. Julien se tourna vers Bertrand, qui semblait vouloir disparaître sous terre. Monsieur Bertrand, vous avez suspendu une employée modèle sur la seule foi d'une accusation non étayée, sans mener la moindre enquête préalable. Votre lâcheté est aussi coupable que le mensonge de madame Lafleur et le silence de monsieur Vasseur. Monsieur Dufort, j'ai agi selon les procédures. Madame Lafleur est une cliente importante. Mais plus maintenant. Julien sortit de sa mallette une lettre déjà rédigée. Madame Lafleur, vous êtes désormais persona non grata dans tous les établissements de ma chaîne. Votre comportement d'hier est incompatible avec les valeurs que nous défendons. Madame Lafleur explosa. Vous n'avez pas le droit, je vous ferai un procès. Mes relations dans le milieu hôtelier vous... Faites donc. Julien lui tendit une autre enveloppe. Voici l'assignation que mes avocats déposeront cet après-midi pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Je vous souhaite bonne chance pour expliquer à un tribunal pourquoi vous avez accusé une innocente alors que votre bracelet était en sécurité à la réception de l'hôtel. Madame Lafleur quitta la salle en claquant la porte, suivie de son avocat qui marmonnait des excuses embarrassées. « Monsieur Vasseur, » reprit Julien d'une voix glaciale, « votre lâcheté vous coûte votre emploi. Vous disposez d'1 heure pour vider votre bureau. Madame Carmen assurera l'intérim de la conciergerie en attendant le recrutement de votre remplaçant. » Pierre-Alain ouvrit la bouche pour protester. Mais le regard de Julien le dissuada de tout commentaire. Il sortit de la salle, la tête basse, sous les regards de ses anciens collègues. « Monsieur Bertrand, vous conservez votre poste, mais sous surveillance rapprochée. La moindre défaillance de votre part entraînera votre révocation immédiate. » Julien referma sa mallette et regarda l'assemblée. « Mesdames et messieurs, j'espère que cette matinée vous aura enseigné quelque chose sur les valeurs que je défends. La justice, l'intégrité et le respect de la dignité humaine ne sont pas négociables dans mes établissements. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Ah, et prévenez mademoiselle Moreau qu'elle est attendue dans mon bureau à 14 heures. Nous avons des choses importantes à discuter. » À 13h55, Élise se présenta à la réception de l'hôtel du Ciel Azur. Elle portait sa plus belle robe, un ensemble bleu marine simple mais élégant qu'elle réservait aux grandes occasions. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et malgré sa nervosité, elle affichait cette dignité naturelle qui l'avait toujours caractérisée. Margot l'accueillit avec un sourire radieux et des larmes de joie dans les yeux. « Élise, mon Dieu, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Toute la vérité a éclaté ce matin. Madame Lafleur a été confondue, Pierre-Alain renvoyé. Justice est enfin rendue. C'est vrai ?» Élise sentit ses jambes flageoler. « Monsieur Dufort, pardon, monsieur Dumont, il a vraiment fait cela ?»
Élise, dit doucement Carmen qui s'approchait. Cet homme s'appelle Julien Dufort. Il est le propriétaire de l'hôtel. Et ce matin, il a remis les pendules à l'heure de façon magistrale. Élise encaissa l'information en silence. Ainsi, Julien avait tenu parole. Il avait risqué sa réputation pour rétablir la vérité et laver son honneur. « Il t'attend dans le bureau de direction », ajouta Carmen. « Et Élise, quoi qu'il te propose, écoute-le avec ton cœur. Cet homme n'a pas agi par charité. J'ai vu ses yeux quand il parlait de toi. » Élise monta au 2e étage, le cœur battant. Le bureau de direction était une pièce spacieuse aux boiseries sombres, avec vue panoramique sur la Méditerranée. Julien se tenait debout près de la fenêtre, contemplant l'horizon. Quand il se retourna vers elle, Élise fut frappée par la transformation. Fini le consultant discret en costume modeste. L'homme qui lui faisait face avait toute l'assurance d'un capitaine d'industrie habitué à commander. « Élise, merci d'être venue, Monsieur Dufort. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. Margot m'a dit que tout avait été éclairci. Madame Lafleur ne remettra jamais les pieds dans mes hôtels. Pierre-Alain Vasseur a été licencié pour faute grave. Et vous, il s'interrompit, cherchant ses mots. Vous méritez bien plus que des excuses. Élise s'approcha du bureau et prit place dans le fauteuil qu'il lui indiquait. Je vous remercie d'avoir rétabli la vérité. Mais j'imagine que ce n'est pas pour cela que vous m'avez fait venir. Julien contourna le bureau et s'assit en face d'elle. Entre eux, les années semblaient se télescoper, mélangeant l'enfant qu'elle avait été et la femme qu'elle était devenue, le jeune homme idéaliste et l'entrepreneur aguerri. « Élise, je vais être direct. Je vous propose un poste de directrice adjointe dans l'un de mes établissements. Salaire de départ, 4 000 € mensuels, plus participation aux bénéfices. Formation accélérée en gestion hôtelière, logement de fonction si nécessaire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise le regardait, interdite. « Directrice adjointe? Mais je n'ai aucune formation en gestion. Vous avez 15 ans d'expérience terrain, la confiance de vos collègues et une intégrité à toute épreuve. Le reste s'apprend. » Julien, elle avait utilisé son prénom sans s'en rendre compte. « Pourquoi faites-vous cela? Par culpabilité ?» Il se leva et fit quelques pas vers la fenêtre. « Vous voulez la vérité? Toute la vérité? » Oui, parce que pendant 20 ans, pas un jour ne s'est passé sans que je pense à cette petite fille qui rêvait d'accueillir les gens du monde entier. Parce que quand j'ai hérité de l'empire paternel, le premier nom que j'ai cherché dans les fichiers du personnel, c'était le vôtre. Il se retourna vers elle, et Élise put lire dans ses yeux une émotion qu'elle n'avait pas osé espérer, parce que retrouver votre trace a été ma obsession secrète depuis des années, et parce que découvrir que vous étiez là, dans mon hôtel, traité comme une simple employée alors que vous méritiez tellement mieux, cela m'a brisé le cœur. Élise se leva à son tour, troublée par cette déclaration inattendue. « Julien, nous avons tous les deux beaucoup changé. Vous ne pouvez pas vous raccrocher à une amitié d'enfance pour... » Ce n'est pas de l'amitié d'enfance. L'interruption fut si véhémente qu'elle en sursauta. « Élise, j'ai 38 ans. J'ai dirigé des entreprises, fréquenté des femmes du monde, vécu ce qu'on appelle une vie réussie. Mais jamais, jamais je n'ai ressenti pour quelqu'un ce que j'ai ressenti en vous revoyant. » Il s'approcha d'elle et elle put sentir son parfum discret, voir les rides de fatigue au coin de ses yeux. Cette petite fille de 10 ans avait déjà tout pour me fasciner. Son intelligence, sa générosité, ses rêves, la femme qu'elle est devenue, me bouleversent. Julien, sa voix n'était plus qu'un murmure. Je ne vous demande pas de m'aimer. Je vous demande de me laisser une chance. Acceptez ce poste, non pas par charité, mais parce que vous le méritez. Et peut-être qu'avec le temps, nous pourrions apprendre à nous connaître vraiment. Au-delà de nos souvenirs d'enfance, au-delà de la différence de nos situations, comme un homme et une femme qui se découvrent. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Et si je refuse, si je considère que c'est trop compliqué, trop risqué, alors je respecterai votre choix, mais je vous fournirai les meilleures recommandations pour que vous trouviez le poste que vous méritez ailleurs. Vous feriez cela, Élise? Votre bonheur compte plus pour moi que mes sentiments. Si être loin de moi vous rend plus heureuse, alors c'est ce que je veux.
Cette déclaration acheva de briser les dernières résistances d'Élise. Cet homme, qui avait tout réussi, était prêt à renoncer à elle pour son bien. Cette générosité, ce désintéressement, c'était bien le petit garçon qu'elle avait connu autrefois. Le poste que vous me proposez, dans quel hôtel? Ah, un sourire mystérieux éclaira le visage de Julien. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Il ne s'agit pas d'un hôtel existant, il s'agit d'un projet entièrement nouveau. Il retourna s'asseoir et sortit de son tiroir un épais dossier qu'il posa devant elle. « J'ai passé la nuit à élaborer ceci. Un hôtel littéraire de 20 chambres dans le quartier de Montmartre. Un établissement intimiste dédié aux amoureux des livres et des histoires. Chaque chambre porterait le nom d'un auteur. La bibliothèque serait ouverte aux clients comme aux Parisiens. » Élise ouvrit le dossier ébahie. Plan d'architecte, études de marché, projections financières, tout était là, pensé dans les moindres détails. « Comment avez-vous fait tout cela en une nuit? J'ai une équipe exceptionnelle, et quand Julien Dufort veut quelque chose, il eut un sourire malicieux. Regardez la dernière page. » Élise tourna les feuillets et découvrit les statuts de la future société. Son nom y figurait, comme associé à parts égales avec Julien. Associé 50-50. Votre nom sur la façade, vos décisions pour la gestion quotidienne. Je ne serai qu'un partenaire financier silencieux. Mais c'est énorme. Je ne peux pas accepter. Élise. Il prit ses mains dans les siennes. Vous rappelez-vous ce que vous m'aviez dit quand nous étions enfants, votre rêve? Elle ferma les yeux, se souvenant. Accueillir les gens du monde entier et leur donner envie de revenir. Eh bien, voici votre chance. Élise quitta l'hôtel dans un état second, serrant contre sa poitrine le dossier que Julien lui avait confié. « Prenez le temps de réfléchir, » lui avait-il dit. « Consultez votre famille. Je ne veux pas d'une réponse précipitée. » Mais dans ses yeux, elle avait lu une inquiétude qu'il s'efforçait de dissimuler. Le trajet en bus jusqu'à la rue des Lilas lui parut interminable. Les passagers montaient et descendaient. Nice défilait derrière les vitres, mais Élise ne voyait rien. Son esprit tourbillonnait entre l'incrédulité, l'excitation et une peur sourde qu'elle n'arrivait pas à définir. Quand elle poussa la porte de l'appartement familial, Marie et le grand-père Émile l'attendaient dans le salon, visiblement anxieux. « Alors » demanda sa mère dès qu'elle apparut. Élise posa le dossier sur la table basse et s'effondra dans un fauteuil. Il a tenu parole. Madame Lafleur a été confondue publiquement. Je suis innocentée. Dieu merci, s'exclama Marie. Et il t'a proposé de reprendre ton travail? Bien mieux que ça. Élise ouvrit le dossier et étala les documents devant ses proches. Il veut que je devienne sa partenaire dans la création d'un hôtel littéraire à Montmartre, associé à parts égales. Le silence qui suivit fut si profond qu'on entendait la circulation au loin. Marie et Émile regardaient alternativement les plans et leur fille, comme s'ils essayaient de comprendre une langue étrangère. « Partenaire » répéta finalement le grand-père. « Tu veux dire vraiment partenaire? Pas employé? 50% de la société, grand-père. Mon nom sur les statuts, mes décisions pour la gestion. » Marie se pencha sur les documents, ses yeux de plus en plus écarquillés à mesure qu'elle découvrait l'ampleur du projet. « Élise, tu te rends compte de ce que cela représente? C'est exactement le problème, maman. Je ne me rends compte de rien. Hier, j'étais femme de ménage. Aujourd'hui, on me propose de diriger un hôtel de luxe. C'est irréel. » Émile, qui avait mis ses lunettes pour examiner les plans d'architecte, leva la tête vers sa petite fille. « Ma chérie, as-tu demandé à cet homme pourquoi il fait cela ?» Élise rougit légèrement. Il a dit que c'était par amitié, à cause de nos souvenirs d'enfance. Et tu le crois? Élise hésita. « Grand-père, j'ai vu ses yeux quand il parlait. Ce n'était pas de l'amitié, c'était une plus que ça. » Marie s'assit à côté de sa fille et lui prit la main. « Élise, cet homme est-il marié? Je ne crois pas. En tout cas, il n'en a pas parlé. Et toi, que ressens-tu pour lui ?» La question que redoutait Élise venait d'être posée. Elle regarda par la fenêtre, cherchant ses mots. « Je ne sais pas, maman, quand j'étais enfant, il représentait tout ce que je ne pourrais jamais avoir. La richesse, l'éducation, la liberté. Je l'admirais, mais je savais que nous appartenions à deux mondes différents.
Et maintenant, maintenant, Élise ferma les yeux. Maintenant, je le vois différemment. Il n'est plus le fils du patron inaccessible. C'est un homme qui a sacrifié une soirée entière pour rétablir ma réputation. Un homme qui a risqué sa propre image pour défendre une simple employée. Cela ressemble à de l'amour, ma chérie. Élise rouvrit les yeux, surprise par la douceur de la voix de sa mère. Oh, tu crois? Je crois que tu as peur. Peur de quitter ta zone de confort, peur de l'échec, peur d'être heureuse, mais surtout, peur d'aimer et d'être aimée en retour. Le grand-père Émile posa le dossier et regarda sa petite-fille avec cette tendresse particulière qu'il lui réservait depuis l'enfance. « Élise, j'ai 86 ans. J'ai vécu 2 guerres, perdu l'amour de ma vie, vu naître et grandir mes enfants et petits-enfants. Si cette longue existence m'a appris quelque chose, c'est que les occasions de bonheur sont rares. Quand elles se présentent, il faut avoir le courage de les saisir. Mes grands-pères, et si je n'y arrive pas, si je ne suis pas à la hauteur, si tout s'effondre, et si tu réussis, et si tu deviens la femme extraordinaire que j'ai toujours su que tu étais. » Marie se leva et se dirigea vers l'armoire où elle conservait les papiers importants de la famille. Elle en sortit une enveloppe jaunie par le temps. « Élise, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, quelque chose que j'ai gardé secret pendant toutes ces années. » Elle revint s'asseoir et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une photographie. « Après la mort de ton père, quand tu avais 8 ans, j'ai traversé une période très difficile. J'avais peur de ne pas arriver à t'élever correctement, peur de manquer d'argent, peur de tout. » Élise prit la photographie. On y voyait une femme jeune en uniforme de femme de ménage, tenant par la main une petite fille aux nattes brunes. En arrière-plan, l'entrée d'un hôtel parisien. Un jour, après une journée de travail particulièrement pénible, j'ai trouvé cette lettre dans mon casier. Élise déplia la feuille et reconnut immédiatement l'écriture soignée de Julien, même si elle avait quelque peu changé au fil des années. « Madame Moreau, je sais que ma position de fils du directeur ne me donne pas le droit de me mêler de la vie du personnel, mais je ne peux pas rester silencieux. Votre fille Élise est une enfant remarquable. Son intelligence, sa curiosité et sa gentillesse illuminent cet hôtel. J'aimerais contribuer à son éducation en vous proposant de financer ses études, anonymement, sans que personne ne le sache jamais. Si vous acceptez, laissez-moi un mot dans l'enveloppe ci-jointe. Si vous refusez, brûlez cette lettre et n'en parlons plus. Un ami qui vous veut du bien, J. » Élise releva la tête vers sa mère, les yeux brillants de larmes. « Maman, tu as refusé? J'ai été trop fière, trop orgueilleuse. J'ai cru que nous devions nous débrouiller seuls, que accepter cette aide serait de la charité. » Marie essuya ses propres larmes. « Je le regrette depuis 20 ans, ma chérie. Je t'ai privé de possibilités que tu méritais par fierté mal placée. Pourquoi me montres-tu cela maintenant? Parce que cet homme t'aimait déjà quand tu étais enfant. Pas de l'amour d'un homme pour une femme, bien sûr, mais déjà il tenait à toi. Et aujourd'hui, il te tend à nouveau la main. Cette fois, ne laisse pas l'orgueil t'empêcher de la saisir. » Élise resta silencieuse un long moment, tenant la lettre entre ses mains tremblantes. Tout prenait soudain un sens différent. Les regards de Julien enfant, sa gentillesse, cette proposition d'aujourd'hui, ce n'était pas de la pitié ou un caprice de millionnaire. C'était la continuité d'un sentiment qui avait traversé les années. « Que dois-je faire » murmura-t-elle. « Ce que ton cœur te dicte » répondit doucement le grand-père Émile. « Et ton cœur, je le connais depuis que tu es né. Il a toujours su distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Fais-lui confiance. » Cette nuit-là, Élise se promena longuement dans les rues de Nice, le dossier sous le bras et le cœur en ébullition. Demain, elle devrait donner sa réponse à Julien, une réponse qui engagerait toute sa vie future. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La nuit avait porté conseil, et sa décision était prise. Elle enfila sa plus belle robe, la même que la veille, et se prépara avec un soin particulier. Aujourd'hui marquait la fin d'une époque et le début d'une nouvelle vie. Avant de partir, elle s'arrêta dans la cuisine où sa mère préparait le petit déjeuner. « Maman, j'ai pris ma décision. » Marie leva vers elle des yeux pleins d'espoir et d'appréhension. « Et je vais accepter sa proposition, toute sa proposition. » Un sourire radieux illumina le visage de Marie. « Ma chérie,
Tu es sûre? Certaine. Pour la première fois de ma vie, je vais écouter mon cœur au lieu de mes peurs. Le grand-père Émile, qui buvait son café dans le salon, leva son bol en guise de toast. À ma petite fille courageuse, que cette journée soit le premier jour du reste de ta vie. À 10 heures précises, Élise franchit les portes de l'hôtel du Ciel Azur. L'accueil qu'elle reçut la surprit. Margot lui sourit chaleureusement, le personnel de réception la salua avec respect, et Carmen accourut pour l'embrasser. « Élise, toute la maison parle de toi. Monsieur Dufort a fait savoir que tu étais désormais une invitée d'honneur de l'établissement. » Une invitée d'honneur. Il a dit « Mademoiselle Moreau représente ce que cet hôtel a de plus précieux, l'intégrité et la dignité humaine. » Ces mots exacts. Émue, Élise monta vers le bureau de direction. Cette fois, elle frappa avec assurance. La voix de Julien l'invita à entrer. Il était assis derrière son bureau, mais se leva immédiatement en la voyant. Ses traits trahissaient une nuit sans sommeil, et elle comprit qu'il avait passé des heures à s'interroger sur sa réponse. « Élise, merci d'être venue. »« Julien », elle posa le dossier sur le bureau bien en évidence. « J'ai une réponse. » Il déglutit avec difficulté. « Je vous écoute. Avant de vous répondre, j'ai quelque chose à vous montrer. » Elle sortit de son sac la lettre qu'il avait écrite à sa mère 20 ans plus tôt. Quand Julien reconnut son écriture d'adolescent, son visage pâlit. « Comment ? Ma mère me l'a donnée hier soir. Elle l'avait gardée toutes ces années. » Julien prit la lettre entre ses mains tremblantes, relisant ces mots qu'il avait oubliés, mais que son cœur reconnaissait. « Elle a refusé, n'est-ce pas ? Par fierté. Elle pensait bien faire. Et vous, que pensez-vous de cette lettre ?» Élise s'approcha du bureau et posa ses mains à plat sur le bois sombre. « Je pense qu'elle révèle qui vous êtes vraiment, hier comme aujourd'hui. Un homme généreux qui se cache derrière des prétextes pour justifier sa bonté. Élise, laissez-moi finir. » Sa voix était ferme, déterminée. « Cette lettre m'a fait comprendre que vos sentiments pour moi ne datent pas d'hier, et qu'ils ne sont pas nés de la pitié ou de la nostalgie. » Elle contourna le bureau et vint se placer face à lui. « J'accepte votre proposition, Julien. Toute votre proposition. Le partenariat, l'hôtel de Montmartre et la chance de nous découvrir vraiment. » Le sourire qui illumina le visage de Julien valait tous les contrats du monde. « Vous en êtes sûre, certaine, mais j'ai une condition. » « Laquelle ? Je veux que nous commencions sur des bases saines. Plus de secrets, plus de non-dits. Si nous devons être partenaires en affaires et peut-être autre chose, je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. Élise, il y a tant de choses que je voudrais vous dire. Alors dites-les. » Julien prit ses mains dans les siennes, et elle sentit la chaleur de sa peau, la légère tremblure qui trahissait son émotion. « Depuis que je vous ai retrouvé, je n'arrive plus à penser à rien d'autre. Vous obsédez mes journées et mes nuits. Je regarde mes autres hôtels et je me demande comment vous les amélioreriez. Je rencontre des femmes de mon milieu et je les trouve fades en comparaison de votre authenticité. » Il s'approcha encore, et elle put voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns. « Je suis tombé amoureux de la petite fille aux grands rêves, et je suis fou de la femme qu'elle est devenue. Voilà ma vérité, Élise, entière et sans phare. » Le cœur d'Élise battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. « Et moi, commença-t-elle d'une voix tremblante, et vous? Et moi, j'ai passé 15 ans à polir les cuivres de vos hôtels en me demandant si le petit garçon qui m'avait offert Victor Hugo pensait encore à moi. J'ai rêvé 1000 fois de nos retrouvailles. J'ai imaginé 1000 scénarios impossibles. Et maintenant que c'est réel, et maintenant, j'ai peur et j'ai envie à la fois. Peur de ne pas être à la hauteur de vos rêves, envie de découvrir si nous pouvons construire quelque chose de beau ensemble. » Julien lâcha ses mains pour venir encadrer son visage de ses paumes. « Élise, vous êtes déjà bien au-delà de mes rêves. » Leurs visages se rapprochèrent lentement, inexorablement. 20 ans d'attente, de malentendus et de séparation se résorbaient dans cet instant unique. « Julien » murmura-t-elle juste avant que leurs lèvres se touchent. Le baiser fut doux, tendre, chargé de toutes les émotions qu'ils avaient refoulées. Quand ils se séparèrent, Élise avait les larmes aux yeux. « C'était notre premier baiser », acheva Julien avec un sourire ému. « Et j'espère de tout cœur qu'il ne sera pas le dernier. » Il ne le sera pas,
promit-elle. « Mais maintenant, monsieur Dufort, nous avons un hôtel à construire. »« Oui, mademoiselle Moreau. » Enfin, il sortit de son tiroir une petite boîte qu'il posa devant elle. « Peut-être pourriez-vous porter ceci ?» Élise ouvrit la boîte et découvrit une bague ornée d'une pierre bleue, simple mais élégante. « Julien, ce n'est pas une bague de fiançailles ? » ?»« Non, pas encore. C'est une bague de promesse. La promesse que nous allons prendre le temps de nous découvrir, de construire quelque chose de solide. Et peut-être qu'un jour... »« Un jour ?» répéta-t-elle en passant la bague à son annulaire. « Nous verrons si nos rêves d'enfants peuvent devenir une réalité d'adulte. » Par la fenêtre du bureau, le soleil de la Côte d'Azur brillait de 1000 feux sur la Méditerranée. Mais dans le cœur d'Élise et de Julien, c'était un autre soleil qui se levait, celui d'un amour enfin libre de s'épanouir. 6 mois plus tard, la rue Le Pic grimpait vers le Sacré-Cœur, sous un ciel parisien d'avril, chargé de cette lumière particulière qui fait la magie de Montmartre. Élise remonta lentement la pente pavée, s'arrêtant devant le numéro 47. Derrière la façade, belle époque aux volets bleu pastel, les ouvriers s'affairaient à donner vie aux rêves qui avaient germé dans un bureau de la Côte d'Azur. Mademoiselle Moreau, l'architecte, monsieur Levasseur, sortit du bâtiment en époussetant sa veste. « Parfait timing. Nous venons de terminer l'installation de la bibliothèque du rez-de-chaussée. Voulez-vous jeter un coup d'œil ?» Élise franchit le seuil et retint son souffle. L'ancien hôtel particulier du XIXe siècle avait retrouvé son lustre d'antan tout en gagnant une âme nouvelle. Les poutres apparentes côtoyaient harmonieusement les étagères de chêne massif qui couraient du sol au plafond. Au centre de la pièce, des fauteuils de cuir bordeaux invitaient à la lecture, tandis qu'une cheminée de marbre blanc promettait des soirées d'hiver douillettes. « C'est magnifique !» murmura-t-elle, émue. « Attendez de voir l'étage !» s'exclama l'architecte. « La suite George Sand est un poème. » Ils montèrent l'escalier en colimaçon aux rampes forgées à la main. Chaque palier révélait une nouvelle merveille. Ici, la chambre Victor Hugo avec sa vue imprenable sur Paris. Là, la suite Colette au ton poudré et au tissu fleuri. Chaque espace racontait une histoire. Chaque détail avait été pensé pour faire vivre l'univers des grands auteurs français. « Monsieur Levasseur, nous respectons toujours les délais pour l'ouverture ?» Absolument. Dans 3 semaines, la Maison des Lilas sera prête à accueillir ses premiers clients. D'ailleurs, j'ai entendu dire que vous aviez déjà des réservations. Élise sourit. 15 chambres sur 20 réservées pour le mois d'ouverture. Des écrivains, des journalistes, des amoureux de littérature. Exactement la clientèle que nous visions. Son téléphone vibra. Un message de Julien. Réunion avec les investisseurs terminée. Ils sont enthousiastes. Je passe te voir dans 1 heure. Hâte de découvrir les avancées. Je t'aime. Ces 3 mots, qu'il avait prononcés pour la première fois 1 mois plus tôt dans ce même lieu, continuaient de faire battre son cœur plus vite. 6 mois de collaboration avaient transformé leur partenariat professionnel en une complicité amoureuse qui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. « Mademoiselle Moreau ?» La voix de Carmen l'attira de ses pensées. Son ancienne collègue de Nice avait accepté de la rejoindre comme directrice adjointe, quittant la Côte d'Azur pour cette nouvelle aventure parisienne. « Carmen, comment s'est passée ta matinée au marché ?»« Parfaitement. J'ai trouvé le fournisseur idéal pour les petits déjeuners. Des produits locaux, bio, exactement dans l'esprit de l'établissement. Et devine qui j'ai croisé ? Dis-moi. Margot. Elle était en vacances à Paris avec son fiancé. Elle était tellement heureuse de voir comment le projet avançait. Elle nous souhaite bonne chance et dit que toute l'équipe de Nice pense à nous. » Élise sentit une bouffée de nostalgie l'envahir. Les derniers mois avaient été un tourbillon d'activités. Déménagement à Paris, formation accélérée en gestion hôtelière, supervision des travaux, recrutement du personnel. Elle n'avait pas eu le temps de mesurer l'ampleur du changement dans sa vie. « Carmen, tu ne regrettes pas d'avoir quitté Nice pour suivre la femme la plus courageuse que je connaisse dans son rêve ? » Jamais. Carmen lui prit affectueusement le bras. « Élise, tu réalises ce que tu es en train d'accomplir. Il y a 6 mois, tu nettoyais des chambres d'hôtel. Aujourd'hui, tu diriges la création de l'un des établissements les plus innovants de Paris.
Je n'y serais jamais arrivé sans Julien, sans son soutien, sa confiance. Détrompe-toi, cet homme t'a donné l'opportunité, mais c'est ton talent, ton travail et ta vision qui donnent vie à ce projet. Il le sait d'ailleurs. Je l'ai entendu au téléphone avec ses associés hier. Il disait « Élise transforme tout ce qu'elle touche. Elle a un don pour créer des lieux où les gens se sentent chez eux. » Élise rougit légèrement. Même après tous ces mois, elle avait parfois du mal à croire en sa propre valeur. Un bruit de moteur dans la rue attira leur attention. Par la fenêtre, elles virent Julien descendre de sa voiture, une brassée de roses blanches dans les bras. Il leva la tête vers l'immeuble et adressa un signe de la main en apercevant Élise à la fenêtre. « Je vous laisse », dit discrètement Carmen avec un sourire complice. Quelques minutes plus tard, Julien poussait la porte de la maison des Lilas. Élise l'attendait au milieu de la bibliothèque, élégante dans sa robe bleu marine, la même teinte que celle qu'elle portait le jour de leur première vraie conversation. « Pour la future directrice du plus bel hôtel littéraire de Paris », dit-il en lui tendant les roses. « Julien, elles sont magnifiques !» Elle huma le parfum délicat des fleurs. « Comment s'est passée ta réunion ?»« Excellemment. Les investisseurs sont conquis par le concept. Ils parlent déjà d'ouvrir d'autres établissements sur le même modèle, à Lyon peut-être ou à Bordeaux. D'autres hôtels ?» Élise écarquilla les yeux, « Mais nous n'avons même pas encore ouvert celui-ci. » Julien éclata de rire. « C'est bien le problème avec les financiers. Ils voient toujours 3 coups d'avance. Mais ne t'inquiète pas, notre priorité absolue reste la maison des Lilas. C'est notre bébé, notre œuvre commune. » Il l'attira contre lui et la fit tourner lentement dans la bibliothèque baignée de soleil. « Élise, est-ce que tu réalises ce que nous avons accompli? » « Nous? Oui, nous, ensemble. Toi avec ta vision, ton sens de l'accueil, ta capacité à créer de la beauté, moi avec, l'argent et les contacts. » Il eut un sourire autodérision. « Je crois que nous formons une bonne équipe. Une très bonne équipe, » confirma-t-elle en se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Quand leurs lèvres se séparèrent, Julien garda ses mains sur les hanches d'Élise. « J'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. » Le ton sérieux de sa voix alarma légèrement Élise. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Mes parents, enfin, ma mère, elle aimerait te rencontrer. » Élise sentit son estomac se nouer. Depuis le début de leur relation, Julien avait soigneusement évité d'aborder le sujet de sa famille. Elle savait qu'il était issu de la haute bourgeoisie parisienne, que sa mère était une figure respectée des cercles mondains, mais il n'en avait jamais vraiment parlé. « Ta mère, elle sait pour nous. Elle sait que j'ai trouvé une associée remarquable. Elle sait aussi que cette associée compte énormément pour moi. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est à quel point. Julien, ta famille va-t-elle accepter que tu sois avec moi ?» Il prit son visage entre ses mains, son regard ancré dans le sien. « Élise Moreau, tu es une femme extraordinaire, intelligente, courageuse, intègre, belle. Si ma famille ne le voit pas, c'est qu'elle ne mérite pas de te connaître. Mais je ne viens pas de leur milieu, je n'ai pas fait les bonnes écoles, je ne connais pas leur code. Et c'est exactement ce qui fait ta force. Tu es authentique, Élise. Dans un monde de faux semblants et de conventions, tu es vraie. C'est pour cela que je t'aime. » Ces mots, prononcés avec une intensité qui ne laissait place à aucun doute, balayèrent les inquiétudes d'Élise. Dans les bras de cet homme qui avait bouleversé sa vie, entourée par les livres qui avaient nourri ses rêves d'enfant, elle se sentait enfin à sa place. « Dans ce cas, » dit-elle avec un sourire malicieux, « j'ai hâte de rencontrer ta mère. » 1 an plus tard, la maison des Lilas vibrait d'une animation joyeuse en cette soirée de mai. Les lampions accrochés dans le petit jardin intérieur scintillaient comme des étoiles, et les tables dressées sous les tilleuls croulaient sous les mets délicats préparés par le chef que Julien et Élise avaient déniché dans un petit restaurant de Belleville. « Mesdames et messieurs !» La voix de Julien s'éleva au-dessus des conversations. Il se tenait debout près de la fontaine centrale, élégant dans son costume sombre, un verre de champagne à la main. « Si vous me permettez quelques mots en cette soirée particulière ?» Les invités se tournèrent vers lui, l'équipe de la maison des Lilas au grand complet,
Marie et le grand-père Émile venus spécialement de Nice, Carmen rayonnante dans sa nouvelle robe, Margot et son fiancé en voyage de noces tardif, et même Nathalie, l'ancienne responsable du spa de l'hôtel du Ciel Azur. Il y a exactement 1 an, poursuivit Julien, je croyais connaître la définition du succès. Chiffre d'affaires, part de marché, expansion internationale. Puis j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui m'a appris que le vrai succès se mesure autrement. Son regard chercha Élise, qui se tenait près de sa mère, radieuse dans une robe blanche toute simple qui lui donnait l'allure d'une jeune mariée. Le succès, c'est voir briller les yeux d'un client quand il découvre la suite Baudelaire. C'est entendre le rire d'un enfant qui trouve un livre surprise dans la bibliothèque pour les petits. C'est savoir que notre équipe se lève chaque matin avec le sourire parce qu'elle travaille dans un lieu qui a du sens. Des applaudissements chaleureux accueillirent ces paroles. Marie essuya discrètement une larme, et le grand-père Émile hocha la tête avec approbation. Mais surtout, continua Julien en se dirigeant vers Élise, le succès, c'est d'avoir trouvé la femme avec qui partager tout cela. Il s'arrêta devant elle et prit sa main droite dans la sienne. À son annulaire brillait toujours la bague de promesse qu'il lui avait offerte, mais ce soir, elle était accompagnée d'un autre bijou, une alliance toute simple en or blanc. « Élise Moreau, dit-il d'une voix émue, il y a 3 heures, tu as accepté de devenir mon épouse devant monsieur le maire du 18e arrondissement. Devant nos amis et nos familles réunies ce soir, je veux renouveler la promesse que je t'ai faite. T'aimer, te respecter et construire avec toi les plus beaux projets que nos cœurs puissent imaginer. Julien Dufort, répondit Élise, sa voix claire portant dans le silence ému du jardin. Il y a 28 ans, une petite fille rêvait d'accueillir les gens du monde entier dans un bel hôtel. Ce rêve s'est réalisé au-delà de ses espérances les plus folles. Mais le plus beau des rêves, c'était de trouver l'amour, et cet amour, je l'ai trouvé en toi. Ils s'embrassèrent sous les applaudissements et les cris de joie de l'assemblée. Quand ils se séparèrent, Élise avait les larmes aux yeux, mais c'étaient des larmes de bonheur pur. « Maintenant, déclara Carmen en levant son verre, place à la fête, la mariée a le droit de danser. » La musique s'éleva dans le petit jardin, et les couples se formèrent spontanément. Marie dansa avec le grand-père Émile, retrouvant l'élégance de leur jeunesse. Carmen entraîna le chef dans une valse improvisée, tandis que Margot et son fiancé évoluaient tendrement près des rosiers. Mais au centre de tout, Julien et Élise dansaient comme s'ils étaient seuls au monde. La jeune femme avait posé sa tête sur l'épaule de son mari, et il murmurait à son oreille des mots d'amour que personne d'autre ne devait entendre. « Madame Dufort, chuchota-t-il, comment trouvez-vous votre nouveau nom? Étrange et merveilleux à la fois, répondit-elle en levant vers lui des yeux pétillants. Mais vous savez, pour les clients de l'hôtel, je reste Élise Moreau. Il faut préserver le mystère. À propos de mystère, Julien ralentit leur danse. J'ai une surprise pour vous, madame mon épouse. Encore? Julien, cette journée est déjà parfaite. Fermez les yeux et suivez-moi. Il la guida vers un angle du jardin qu'elle n'avait pas remarqué, dissimulé derrière un rideau de jasmin. Quand elle rouvrit les yeux, elle découvrit une petite plaque de bronze fixée au mur. Maison des Lilas, Élise et Julien Dufort, là où les rêves deviennent réalité. Oh, Julien, ce n'est pas tout. Regardez là-haut. Elle leva la tête et vit, gravé dans la pierre au-dessus de la plaque, un petit lilas stylisé entouré de 2 initiales entrelacées. E et J. Ainsi, dans 100 ans, quand d'autres personnes dirigeront cet hôtel, elles sauront qu'il a été créé par un couple qui s'aimait. Élise ne put retenir ses larmes plus longtemps. Cette attention, cette façon qu'avait Julien de transformer chaque moment en souvenir précieux, c'était exactement l'homme dont elle était tombée amoureuse. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je t'aime tellement que j'ai parfois peur que ce soit un rêve. Mais si c'est un rêve, alors rêvons ensemble pour l'éternité. » La soirée se prolongea jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Les invités partirent un à un, laissant derrière eux des souvenirs de rire, de danse et de bonheur partagé. Quand le dernier convive eut quitté les lieux, Julien et Élise se retrouvèrent seuls dans leur jardin, assis sur un banc, face à la fontaine qui murmurait doucement. « Alors, madame Dufort,
dit Julien en passant un bras autour des épaules de sa femme. Quels sont nos projets pour les 50 prochaines années? Élise se leva contre lui, fatiguée mais heureuse. D'abord, faire de la Maison des Lilas l'un des plus beaux hôtels de Paris. Ensuite, peut-être ouvrir d'autres établissements, comme tu le disais. Et puis, peut-être agrandir notre famille. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit Dufort ou d'une petite Dufort qui grandirait entre les livres et les roses? Julien se tourna vers elle, les yeux brillants d'émotion. Tu veux dire? Je veux dire que j'aimerais qu'un jour, une petite fille aux yeux curieux découvre la magie des mots dans cette bibliothèque, et qu'un petit garçon généreux offre des livres aux enfants qui en rêvent. Élise, et je veux qu'ils grandissent en sachant que l'amour véritable existe, qu'il suffit parfois d'attendre le bon moment et la bonne personne. Julien l'embrassa avec une tendresse infinie. Dans ce cas, Madame Dufort, nous avons du pain sur la planche. Nous avons toute la vie devant nous, Monsieur Dufort. Au-dessus d'eux, les premières étoiles s'allumaient dans le ciel de Paris. Dans quelques heures, la Maison des Lilas reprendrait son activité, accueillant de nouveaux clients en quête de beauté et d'histoire. Mais pour l'instant, il n'y avait que 2 cœurs qui battaient à l'unisson, 2 âmes sœurs enfin réunies après un détour de 20 ans. L'amour avait triomphé de tout, des préjugés, des malentendus, des différences sociales et des années perdues. Il avait transformé une accusation injuste en révélation miraculeuse, une simple employée en femme d'affaires accomplie, et 2 destins séparés en une seule et même histoire. Dans le petit jardin de Montmartre, sous les étoiles complices, Élise et Julien écrivaient les premières pages de leur bonheur conjugal. Et quelque part dans les étagères de la bibliothèque, un exemplaire usé des Misérables attendait sagement qu'une nouvelle génération de rêveurs vienne y puiser l'espoir que tous les contes de fées peuvent devenir réalité.